Aujourd'hui, je te retrouve à nouveau à Blaye, près de Bordeaux, à la citadelle Vauban, dont l'entrée principale, la porte royale, se trouve juste derrière moi. Alors ce coup-ci, il ne s'agit pas de faire une visite de la citadelle ou de t'expliquer le fonctionnement d'une citadelle Vauban. Non, tout ça, je l'ai déjà fait lors de la vidéo précédente. Si tu ne l'as pas vu, je te mets le raccourci là-haut. J'espère que je pointe du bon côté, j'ai toujours un doute. Tu pourras clique dessus, mets-la de côté, tu pourras te la regarder après. Non, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu spécial. En filmant la visite de la citadelle, je me suis aperçu qu'ici, il y a tout plein de petites histoires individuelles qui méritent d'être racontées, des petites choses un peu originales, un peu atypiques. Et qu'on ne va pas forcément retrouver. Moi, quand j'ai fait mes recherches en ligne, je ne suis pas tombé sur ces informations-là. Alors je me suis dit que j'allais faire une vidéo spécifiquement pour te les raconter. On va aller dans certains points clés spécifiques de la citadelle pour parler de tout ça. Allez, c'est parti. Derrière moi, la maison du commandant de la place qui a abrité une prisonnière célèbre et au destin ô combien rocambolesque, tu vas voir ça. La duchesse de Berry, à ne pas confondre s'il vous plaît avec la comtesse du Barry, c'est pas du tout la même personne. Hein, il y a pas mal de gens qui font la confusion. Donc cette dame donc, épouse du duc de Berry, après l'assassinat de son époux en 1820, donne naissance à un fils posthume qui deviendra le futur duc de Bordeaux. Et il se trouve qu'à l'abdication de Charles X, elle considère que son fils devrait monter sur le trône. À la place, c'est Louis-Philippe qui monte sur le trône. Et ça ne lui convient pas du tout. Exilée par décret, la duchesse se retire en Angleterre, puis en Italie, et revient en France en 1832 pour tenter d'organiser un soulèvement en Vendée sous le déguisement d'un jeune paysan. Son projet n'aboutit pas. Reconnue à Nantes, elle y est arrêtée le 8 novembre. Et c'est là qu'elle arrive dans notre histoire. La duchesse est à ce moment-là transférée et incarcérée à la citadelle de Blaye, ici même dans la maison du commandant de la place, transformée en prison pour l'occasion. Elle est placée sous la garde du général Bugeaud, le gouverneur de la citadelle. Et pendant son temps ici, elle continue en fait à correspondre avec ses alliés. Mais il y a un petit problème. Quand elle arrive ici, personne ne le sait, mais la dame est un petit peu enceinte. Et en 1833, elle ne peut plus cacher sa grossesse. Forcément, il arrive un moment où ça devient difficile. À la demande du roi Louis-Philippe, l'accouchement a lieu devant témoins. Cet enfant, fille présumée du comte Lucchesi Palli, ne vivra que 6 mois. Et c'est une femme déshonorée que le général Bugeaud accompagne ensuite sous bonne garde à Palerme en 1833. On commence fort, hein. Et attends, c'est pas fini. À présent, on va en tôle. Bah ouais, je t'emmène à la prison. Je sais pas ce que t'as fait, mais tu vas en prison. Allez, hop. Sans passer par la case départ. Alors, la prison, bon, y a pas à se méprendre, hein, déjà rien que vu de l'extérieur. Certes, aujourd'hui c'est un musée, mais avec ses gros barreaux aux fenêtres, on se doute que c'est une prison. À la base, construite en 1677, c'est-à-dire quelques années avant l'arrivée de Vauban, c'est une prison, tout ce qu'il y a de plus classique pour l'époque, avec bureau administratif, cellules, cachot, tout ce que tu veux, c'est une prison. Mais si tu la regardes de loin, tu vas t'apercevoir qu'il y a un truc très bizarre pour une prison. Il y a 2 énormes cheminées, pas de la petite cheminée comme tu peux voir sur une maison individuelle, hein, de la bonne grosse cheminée. Comment ça se fait ? Eh ben, au 19e siècle, on avait plus tellement l'utilité de cette prison, et du coup elle a été transformée en 1831 en boulangerie. Ah, le pain peut pas s'échapper, hein. Tu vois ces fenêtres derrière moi au-dessus de la porte Liverneuf, juste là ? Eh bien en fait l'espace au-dessus de la porte a été transformé en appartement pour accueillir temporairement le commandant et les officiers. Alors est-ce que ça a été fait juste au moment où la duchesse de Berry a été emprisonnée dans la maison du commandant ? J'en suis pas certain, mais ça me semble assez logique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet endroit a abrité le commandant et les officiers pendant un temps. Alors ça ne date pas
pas de Vauban, ni même d'avant lui en fait, mais de bien après. À la fin du 19e siècle, après la guerre de 1870, et avec les progrès de l'artillerie, on installe ici une batterie de canons. C'est une seconde ligne de défense en fait, parce qu'on veut défendre l'estuaire dès son embouchure, qui fait 11 km de large. Donc il y a une autre batterie de canons à l'embouchure de l'estuaire, et ici il y en a une deuxième, avec des canons qui étaient donc mobiles, sur des rails, on pouvait les ajuster. Aujourd'hui les rails ne sont plus là, mais on a encore on pourrait appeler ça des casemates, je suppose, les abris des canons avec les portes qu'on pouvait sortir, ainsi que des magasins d'artillerie tels que celui-ci. Et ce qu'on va faire, c'est que comme il faut de la place pour stocker les munitions pour ces canons, eh ben, on va réutiliser les souterrains existants. J'en parle dans la première partie de la vidéo. Si tu ne l'as pas vu, je te mets un lien en description. Vauban en fait a construit un ensemble de souterrains qui permettait de se déplacer très rapidement d'un point à l'autre de la citadelle. Eh ben, on va réutiliser ces souterrains pour y stocker les munitions, les obus pour les canons d'artillerie qui sont installés ici. Et on va même construire un mont de charge. Alors est-ce que ça c'est la sortie du mont de charge, ou est-ce que c'est juste un stockage, un pur stockage? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y avait un mont de charge qui permettait d'aller récupérer les munitions dans les souterrains pour les mettre dans les canons. C'est un peu le but. Derrière moi, le camping où je me suis posé quelques jours pour tourner ces deux vidéos. Alors je te l'accorde, ça n'est pas une histoire d'époque, c'est vrai, mais c'est une petite particularité intéressante qu'il me paraissait bien de mentionner. Ils n'ont pas installé le camping municipal à proximité de la citadelle. Ils ne l'ont pas mis au pied des murs de la citadelle. Ils l'ont mis dans la citadelle. Ici, nous sommes en plein cœur de la citadelle. Tout ce que je t'ai montré jusqu'ici dans ces deux vidéos, c'est à moins de 100 mètres. Chaque point que je t'ai montré est à moins de 100 mètres d'ici. Franchement, je trouve que c'est bien pratique. T'as pas à sortir ton véhicule. Tu t'installes au camping et tu peux visiter la citadelle tranquillement. C'est tout à portée. Tu vois ce bastion là juste derrière moi? C'est l'un des bastions conçus par Vauban pour sa citadelle. Alors oui, jusque là, bon, c'est pas très surprenant d'en trouver un. Petite particularité, c'est celui qui est le plus proche du fleuve. Bon après, il n'y a pas non plus de quoi casser des briques ou rouler sous la table. Alors pourquoi est-ce que je te le montre? Eh bien ce bastion, c'est celui où pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient installé leur bar clandestin. Bar clandestin, rouler sous la table, ouais bon d'accord, ça casse pas des briques non plus, mais fallait la faire celle-là. Ouais, alors pendant la visite guidée, j'ai demandé s'il y avait encore du schnapps dedans, la guide m'a dit non, a pu, dommage. Bon de toute façon il se visite pas, hein, elle nous l'a montré de l'extérieur mais on rentre pas dedans. Enfin, je pensais que c'était encore une micro-histoire intéressante, petite particularité sur laquelle tu vas pas tomber juste comme ça. Moi je l'ai appris parce que j'ai fait la visite guidée. Entre parenthèses, la visite guidée 7,50 €, mais ça vaut le coup, tu apprends des choses. Moi j'ai fait des recherches en ligne avant de venir pour écrire mon script pour la première vidéo. Ce genre de truc, j'étais pas tombé dessus. Hein. Donc ouais, si tu viens ici, ça vaut le coup je pense de faire la visite guidée. Derrière moi, cette grande île, c'est l'île Nouvelle. Alors oui, tu vas me dire, ils se sont pas trop cassés la tête pour trouver le nom là sur ce coup-là, je te l'accorde. À ne surtout pas confondre avec l'île Patay, où se trouve le fort du même nom, qui est un des 3 éléments du verrou de l'estuaire. Le verrou de l'estuaire, j'en ai parlé dans la première partie, lien dans la description. C'est le système inventé par Vauban pour pouvoir complètement, comme son nom l'indique, verrouiller l'estuaire, parce que les canons de l'époque n'étaient pas suffisants pour atteindre l'autre rive. Bon, encore une fois, ça c'est dans la première partie, lien dans la description. Alors l'île Nouvelle, créée au 19e siècle, si je ne dis pas de bêtises, je vérifierai, je le mettrai dans la vidéo, mais il me semble bien que c'est ça, c'est au 19e siècle, pour y implanter des vignes. C'est en fait
c'est le rassemblement de deux îlots. Alors quelle idée d'aller coller des vignes en plein milieu de l'estuaire de la Gironde, tu me diras. Ben en fait, tu n'es pas sans savoir que les pieds de vigne sont victimes d'un ennemi tout petit, mais très puissant qu'on nomme le phylloxéra. Et il se trouve que le sel tue le phylloxéra. Alors en mettant des vignes en plein milieu de l'estuaire, ça permettait pendant 3 semaines par an d'inonder les pieds de vigne pour tuer le phylloxéra. Voilà pourquoi on avait mis à l'époque, alors il n'y en a plus aujourd'hui, mais à l'époque on avait mis des vignes sur cette île pour pouvoir lutter contre le phylloxéra. Alors après je ne garantis pas que le vin n'avait pas un petit goût de sel, il y a des chances, c'est très possible. Encore un détail assez curieux de la forteresse de Blaye, à côté duquel tu risques de passer si on ne t'en informe pas. Moi, encore une fois, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un du coin qui m'a expliqué le coup du boulet de canon coincé dans un canon que je t'ai montré hier. Et là, c'est encore autre chose. Ici, tu vas passer là, tu vas voir des traces de pas. Moi, sur le moment, et bien profond dans la pierre. Sur le moment, je me suis demandé ce que ça pouvait être, j'ai pas compris. Et ben en fait, cet endroit, c'était les latrines. C'était les latrines de la citadelle. Ici, c'était fermé. Et puis là, écoute, je te laisse imaginer, je vais pas te donner tous les détails non plus, mais je pense que tu as compris. Ici, un château médiéval, le château des Rudel, construit du XIIe au XIVe siècle, bien avant Vauban. Donc d'ailleurs, dans la première partie, j'ai expliqué que l'endroit a été exploité et convoité depuis très très longtemps, depuis l'époque romaine. En fait, à une époque, il y a eu un camp militaire romain ici. Et là, donc, nous avons ce château médiéval, résidence des Rudel, et notamment de Geoffrey Rudel, dit prince de Blaye. C'est l'un des premiers troubadours ainsi qu'un des fondateurs de la langue d'oc et de la notion d'amour courtois. Selon la légende, il meurt dans les bras de la princesse Mélisinde, comtesse de Tripoli. Aujourd'hui, à l'état de vestige, le château médiéval est cependant préservé et maintenu en état lors des transformations opérées par Vauban à la fin du XVIIe siècle. Il sert en effet de résidence au gouverneur de la citadelle. Après le siège de 1814 par les Anglais, les autorités militaires décident d'araser les sommets de ces tours qui peuvent gêner les tirs d'artillerie. De plan triangulaire, le château a cependant fière allure avec ses tours et son chemin de ronde. Il en subsiste notamment une porte entre deux tours, une barbacane absorbée dans le bastion de Vauban, ça aussi je l'ai expliqué dans la première partie, des tours arasées, des courtines et des contreforts rajoutés par François Ferry. Ferry, c'est l'architecte qui était en charge des restaurations au moment où Vauban est arrivé. On distingue les vestiges de la puissante tour de Diane dont les fondations mesurent 9 mètres de diamètre. Un escalier en vis aménagé dans l'épaisseur du mur intérieur la desservait. Alors là, celle-là, elle est pas mal. Je me trouve actuellement en repérage pour ma vidéo sur la citadelle de Blaye, à côté de Bordeaux, et je viens de tomber sur ce truc-là. Alors oui, tu me diras, un vignoble, on est dans le Bordelais, la belle affaire, d'accord. Sauf que ce vignoble, le Clos de l'Échauguette, c'est la seule parcelle cultivée au sein d'un monument classé à l'UNESCO. Et oui, parce que là, nous sommes en plein dans la citadelle. Donc, cette parcelle, elle a quand même quelque chose d'exceptionnel. Alors, autre petite particularité intéressante de ce vignoble, malheureusement, je ne serais pas là à ce moment-là, ça aurait été, je pense, intéressant à voir. Au moment des vendanges, c'est quelqu'un d'ici qui m'a raconté qu'ils font ça à l'ancienne, c'est-à-dire en costume d'époque, à la main, avec des bassines en bois, et ils pressent le raisin à l'ancienne aussi, façon Camelot, si tu vois ce que je veux dire. Nous, on frôle le fruit avec nos propres papiers. On a des pieds. Nos propres pieds. Même que des fois, ça nous fait saigner des pieds, on continue quand même. Ça doit être un sacré spectacle. Bon, je crois qu'il va être temps de conclure cette vidéo. Alors oui, tu auras peut-être remarqué que la tenue a changé entre temps. C'est que moi, ça fait 3 jours que je cours partout pour sortir 2 vidéos. 3 jours que je cours partout sous un soleil de plomb, sous la canicule. Autant dire que la chemise grise du début, voilà, tu m'auras compris. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, tout plein de petits détails. Pas forcément évident si on ne te les dit pas. Moi, il y en a certains que j'ai appris. Je suis venu ici, j'avais fait des recherches avant. Et il y a des trucs que je t'ai dit dans cette vidéo et dans la précédente aussi d'ailleurs, que j'ai appris en fait en faisant la visite guidée. D'ailleurs, entre parenthèses, regarde sur leur site, alors ça s'appelle bbte.fr pour la visite guidée. Il faudra fouiller un petit peu, mais tu vas trouver.
ça vaut la peine. On passe par les souterrains, je t'ai montré quelques images, alors c'était dans la première vidéo, je vais t'en mettre juste un tout petit extrait là. On passe par les souterrains, et puis le guide, la guide, moi c'était une dame que j'ai vue, hein. Il n'y a peut-être pas qu'un seul guide, il connaît vraiment bien son affaire, et j'ai appris certains détails que, en faisant mes recherches, que je n'avais pas trouvé, j'étais pas tombé dessus. Et que du coup, je t'ai expliqué, je t'ai raconté dans ces 2 vidéos. Donc ça vaut vraiment le coup, je pense, de faire, pour 7,50 € un adulte, de faire la visite guidée. Bah écoute, ça va être tout. Donc n'hésite pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire si tu as apprécié cette vidéo, si tu veux que j'en fasse d'autres du même type. Moi j'ai adoré la faire, mais ça a été vraiment beaucoup de boulot, donc montre-moi que j'ai pas fait tout ça pour rien. N'hésite pas à t'abonner. À activer la petite cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Là tout de suite je sais pas encore ce que ça va être, hein, on verra. Je suis en route pour la Bretagne globalement. J'y vais pas tout de suite, mais le but c'est de passer l'été en Bretagne. On verra bien. Ah si, il y a peut-être des histoires de forêt de brocéliande dans un futur pas trop lointain. Merlin, tout ça. Donc voilà, abonne-toi à la petite cloche, enfin tu connais les chansons. Sur ce, je te laisse là, je te dis à très bientôt et je te laisse une autre vidéo qui peut t'intéresser juste là.